Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule où nous traiterons des produits phytosanitaires. L'objectif de cette capsule est de travailler d'abord la compétence sur apprendre à organiser son travail avec de la prise de notes et de travailler la capacité suivante du programme, comprendre comment les intrants ont permis de gérer quantitativement les besoins nutritifs de la population, tout en entraînant des conséquences qualitatives sur l'environnement et la santé. Allez, c'est parti! Alors, tout d'abord, que sont les intrants et quel est le lien avec les produits phytosanitaires? Les intrants sont tous les éléments apportés à un agrosystème, parmi lesquels on retrouve les engrais, mais également les produits phytosanitaires. Ces derniers sont, comme leur nom l'indique, voués au traitement sanitaire des plantes, donc à la santé des plantes. Vous observez ici une sculpture visible à Dublin, construite en mémoire de la Grande Famine qui a eu lieu en Irlande entre 1846 et 1852. Cette famine était le résultat d'une épidémie de Phytophthora infestans qui provoque la maladie du mildiou et qui a détruit 90% des cultures de pommes de terre, ayant entraîné la mort d'1 million d'Irlandais. Étant donné son impact sur les rendements en termes de quantité de pommes de terre produites et en termes de qualité des pommes de terre récoltées, le mildiou est actuellement considéré comme la principale maladie des cultures de pommes de terre. Une lutte active contre cette maladie est donc mise en place, de manière préventive, par exemple, en utilisant différentes variétés de pommes de terre relativement résistantes à la maladie. En cas d'épidémie dans la parcelle, des traitements par des produits phytosanitaires peuvent être envisagés. Alors, quel est le rôle de ces traitements? Dans le document ci-dessous, on observe les pertes liées aux bioagresseurs des cultures. Les pertes théoriques sont des estimations de pertes si les cultures n'étaient pas protégées par les produits phytosanitaires. Parmi les bioagresseurs, on retrouve les adventices. Ce sont des plantes indésirables qui poussent dans les cultures agricoles, le plus souvent appelées mauvaises herbes. C'est le cas par exemple du coquelicot, une adventice du champ de blé qui réduit la qualité de la récolte. Alors on observe sur ce graphique 3 éléments importants. Tout d'abord, les traitements phytosanitaires ne concernent pas que la pomme de terre. Toutes les productions agricoles, y compris le blé, peuvent nécessiter un traitement contre les bioagresseurs, comme par exemple ici, un champignon, la rouille du blé. Ensuite, on observe que quel que soit le bioagresseur, la perte théorique est toujours supérieure à la perte constatée, et parfois largement supérieure, comme dans le cas des adventices. On en déduit donc que le produit phytosanitaire joue un rôle contre les pertes de rendement. Enfin, on note que malgré les traitements, le pourcentage de pertes ne tombe pas à zéro. Prenons maintenant un exemple concret des traitements phytosanitaires sur le pommier. La tavelure de la pomme est une maladie induite par un champignon. Cette maladie induit la formation de croûtes à la surface de la pomme. Pas très appétissant, hein? On parle donc de diminution de la qualité du rendement. Pour lutter contre la tavelure, différents traitements sont possibles. La lutte chimique de fongicides de synthèse ou de sulfate de cuivre, traitement chimique possible en agriculture biologique. Il existe d'autres bioagresseurs de la pomme, comme par exemple le carpocaspe, qui est un insecte de l'ordre des lépidoptères, donc papillons, dont la larve se développe à l'intérieur du fruit. Différents moyens de traitement sont possibles, notamment la lutte chimique avec des insecticides. Mais également, il est possible de réaliser une lutte physique qui consiste à poser des filets sur les plantes afin d'éviter la ponte du papillon. Enfin, il existe des modes de lutte biologiques, c'est-à-dire l'utilisation d'autres organismes. On peut par exemple introduire des prédateurs comme des guêpes parasitant les vers. Enfin, les vergers sont généralement désherbés, c'est-à-dire qu'une lutte est réalisée contre les adventices, car elles peuvent concurrencer le pommier pour des ressources en éléments minéraux ou pour l'eau superficielle. Dans ce cas, un traitement chimique est possible, on parle alors d'herbicide. La lutte biologique consiste par exemple
à semer des plantes qui ont été choisies pour limiter la concurrence avec les pommiers, mais limiter également la croissance d'autres mauvaises herbes. Il est également possible de mettre en place un paillage. Ici, on observe donc qu'il existe d'une part des moyens de lutte contre les bioagresseurs qui sont chimiques, dont certains sont possibles en agriculture biologique, mais également d'autres méthodes sont à la disposition des agriculteurs. Enfin, on note que ces méthodes permettent de limiter les pertes de rendement en termes de quantité, mais aussi en termes de qualité. Un groupe d'experts de l'INSERM a publié en 2013 un bilan de la littérature scientifique, c'est-à-dire de nombreuses publications scientifiques, afin d'appréhender les risques sanitaires associés à l'exposition aux pesticides, en particulier concernant les pathologies cancéreuses, les maladies neurologiques, comme la maladie d'Alzheimer ou la maladie de Parkinson, et la fertilité. Vous avez ici un tableau qui synthétise quelques-unes des données du rapport. Montrer un lien de cause à effet entre un pesticide et l'apparition de pathologies chez l'homme est difficile à démontrer, car souvent les effets de l'exposition à ces pesticides sont visibles à long terme et peuvent être causés par d'autres facteurs, comme l'alcool ou encore le tabac. Cependant, des grandes études sur de grandes populations permettent de donner une idée d'un lien de causalité possible entre risque d'exposition aux produits phytosanitaires et risque d'apparition de la pathologie. Ainsi, on observe que chez les populations d'agriculteurs, le lien de causalité est fortement soupçonné concernant l'apparition de cancers, ou encore un lien de causalité existerait pour les maladies neurodégénératives. Enfin, dans certains cas très précis, un lien de causalité a été établi. C'est l'exemple du lien entre l'infertilité et un hématicide. C'est-à-dire que l'on connaît sur quelles cellules la substance pesticide agit. Ainsi, des équipements de protection sont nécessaires pour protéger les agriculteurs lors de la manipulation de produits phytosanitaires afin d'en limiter leur effet sur la santé. Quelques éléments de réflexion sur ces données qui sont à la limite de notre cours mais qui sont essentiels. Tout d'abord, les produits cités dans le tableau sont actuellement interdits en France et en Europe. Ensuite, il faut bien comprendre que ce n'est pas parce qu'on a été exposé que l'on développera forcément telle ou telle pathologie. De même, ce n'est pas parce que l'on développe malheureusement l'une de ces pathologies que c'est en raison des pesticides. Ainsi, le tableau ne compte que le lien de causalité potentiel ou connu qui explique une plus forte apparition de ces pathologies chez les agriculteurs par rapport à la population générale liée à la possibilité de risque d'exposition. Enfin, les pesticides n'ont pas un impact que sur la santé humaine, mais également sur l'environnement. Prenons le cas du charançon du bananier, qui est un insecte ravageur, qui pond des œufs dont la larve se nourrit de la plante en creusant des galeries. La plante est ainsi fragilisée et sa croissance est ralentie, voire la plante meurt. Pour lutter contre ce ravageur du bananier, pendant longtemps, il a été utilisé un insecticide qui s'appelle le chlordécone aux Antilles. Ce produit est peu biodégradable. On estime sa persistance à plusieurs siècles dans les sols contaminés. On observe donc sur ce schéma que de nombreux sols sont contaminés en grande quantité et probablement pour de nombreuses années. Sur le schéma P, on observe que cette contamination ne concerne pas que les sols, mais également les organismes aquatiques, que ce soit dans les mangroves, les herbiers ou les récifs, donc c'est-à-dire le long du littoral. Alors, comment expliquer que l'on retrouve du chlordécone dans les poissons et crustacés du littoral alors que cette substance est interdite depuis les années 90? Cette substance, on l'a dit, est peu dégradable et elle est stockée dans les sols et peut donc ruisseler dans les sols jusqu'à atteindre la mer. Mais l'eau peut également s'infiltrer lentement vers les nappes souterraines et entraîner ainsi, au cours du temps, des molécules de chlordécone qui sont ensuite relarguées dans les océans. La molécule est alors ingérée par les poissons et autres vivants et tend alors à s'accumuler lorsque l'on remonte la chaîne alimentaire.
on parle d'ailleurs de bioaccumulation. On note sur ce schéma qu'il existe des pratiques agricoles limitant le transfert du chlordécone dans l'eau, comme l'utilisation d'un compost. Je vous remercie pour votre écoute. À bientôt.